À l'heure où la France périssait, écrit M. Madelin, un soldat surgit de ses entrailles vient la sauver. Oh, il n'était pas du tout surgi de ses entrailles, le soldat. Il y entre en France, il n'en sort pas. C'est quelqu'un qui ne se sent absolument pas français, qui est français par occasion et qui considère la France, je vous l'ai dit déjà maintes fois, comme un terrain de chasse. La politique de Bonaparte, la préoccupation de Bonaparte, c'est s'assurer une position dominante et dominatrice qui lui permettra de s'enrichir sans fin. D'autre part, derrière Bonaparte, il y a le groupe financier dont je vous ai parlé. La France est donc maintenant entre les mains d'un groupe de financiers qui ne sont même pas tous français. Il y a 3 Suisses là-dedans, il y a Pergaud, il y a Delessert, il y a Mallet, et qui vont s'en donner à cœur joie. Ils sont du reste ravis. Les 2 premières mesures du consulat, ça a été, je vous l'ai dit, le soir même du 18 Brumaire, du 19 Brumaire, de rendre les délégations aux fournisseurs, à savoir leurs droits prioritaires sur les rentrées d'impôts, et disparition très rapidement, en 8 jours, du projet d'impôt progressif. Il faut voir s'ils sont contents. Je vous ai apporté là quelques citations. Il y a par exemple Cabanis. Cabanis, qui c'est? C'était un médecin. Cabanis, il appartenait à l'Institut. C'était quelqu'un qui avait affirmé qu'il ne croirait à l'existence de l'âme que lorsqu'il l'aurait découverte au bout de son scalpel. C'était le même Cabanis qui était un voltairien, qui avait dit dans une séance solennelle de l'Institut « Je jure que Dieu n'existe pas ». Il était voltairien jusqu'au bout des ongles, c'est-à-dire socialement voltairien, et il disait maintenant « La classe ignorante doit cesser d'exercer aucune influence, ni sur la législation, ni sur le gouvernement. » Roederer, que j'ai déjà nommé, et qui était un industriel, qui était dans le coup. Roederer s'épanouissait. Il disait maintenant, voilà le régime des gens de bien, car les propriétaires, étant, écrit-il, étant dispensés des soins vils, c'est-à-dire le soin de gagner leur vie, sont de soi ce qui, dans la nation, constitue les caractères les plus nobles et les plus élevés. La chose la plus jolie, c'est peut-être une lettre de Necker à sa fille. Elle est du 28 Brumaire, cette lettre. Germaine Necker, qui plus tard écrira les choses que vous savez contre Napoléon parce qu'il n'a pas voulu qu'elle lui serve d'égérie, à ce moment-là, elle était enthousiaste, elle était même folle de Bonaparte. Et le père Necker était très content lui aussi. Et il lui écrit à sa fille le 28 Brumaire, voilà donc un changement de scène absolu. Il y aura un simulacre de république et l'autorité tout entière sera concentrée entre les mains du général. Je comprends, lui dit-il, ton enthousiasme pour celui que tu appelles ton héros, car le nouveau régime donnera beaucoup aux propriétaires en droit et en force. Le fait est que lui-même a le droit de se réjouir, comme les propriétaires et comme les industriels, parce qu'il trouve immédiatement l'argent qui, semblait-il, lui manquait. Quand il avait reçu la lettre terrifiante de Joseph en Égypte, qui lui disait qu'elle avait acheté la malmaison, Joséphine, il avait dit « je n'ai plus de quoi vivre ». Il faut s'entendre, c'est pas que j'ai plus de quoi vivre. Pour Napoléon, ça veut dire je ne dispose plus d'une quantité suffisante de millions. Mais à peine le coup d'État est-il réalisé qu'on le voit, premièrement, être en mesure de régler les 1 995 000 francs de cet achat qu'il a fait à crédit l'année précédente en Belgique. Deuxièmement, il achète un prix d'amis, la malmaison à 250 000 francs, et il paye toutes les dettes de Joséphine. Maintenant, ça n'importe plus qu'elle ait fait des dettes, puisqu'il a la caisse de la France à sa disposition. Comprenez bien ceci, on nous raconte qu'une France haletante et épuisée, c'était pour ainsi dire jetée aux pieds ou entre les bras, si vous voulez, d'un général qui venait lui apporter l'ordre et la prospérité. Mais il ne s'agit absolument pas de ça. Les Français du Brumaire 99 ne se sont pas du tout rendus compte de ce qui passait. Ils ont cru à un coup d'État comme les autres. Il y en avait eu 4. Il y avait déjà eu Fructidor, il y a eu Floréal, il y avait eu Prairial, voilà le 4e. Ils pensaient que c'était une concentration du gouvernement républicain. Et du reste, Bonaparte, extrêmement astucieux, avait dit à son camarade et complice Roederer, il faut toujours mettre autour des actions une confiture de paroles. Alors la confiture de parole, Fouché s'en était déjà occupé le soir même du 18 Brumaire, où il avait fait annoncer dans les théâtres, à la différence de ce que l'on avait raconté dans la journée aux anciens, où vous savez qu'on avait annoncé un complot anarchiste. Lui, Fouché, s'était dit dans les théâtres en particulier où il y a de la plèbe, il ne faut pas parler de complot anarchiste, on va dire une entreprise contre-révolutionnaire vient d'être démasquée. D'autre part, Bonaparte avait préparé une proclamation que le 19 au soir, il va faire afficher, français. Vous reconnaîtrez dans ma conduite le zèle d'un soldat de la liberté et d'un citoyen dévoué avant tout à la République. Ça ne suffit pas. Le même 19 Brumaire au soir, il y aura une affiche qui se terminera comme ceci. La République, vous entendez bien, la République était en péril. Nous venons de la sauver. Vive le peuple, en qui et par qui est la République. La première urgence pour Bonaparte, c'est de se débarrasser de Sieyès. Il dira plus tard, bien des années plus tard, à Sainte-Hélène, il racontera à Bertrand, je me rendais compte que Sieyès me tenait pour son instrument, je n'étais entre ses mains qu'une machine. Vous pensez bien que ça n'allait pas marcher.
Sieyès, du reste, je vous l'ai dit, s'en méfiait. On nous raconte une anecdote que je crois assez vraie, où Sieyès disait, je sais très bien que si je mets Bonaparte à côté de moi, nous sommes trois consuls, eh bien, je sais parfaitement, disait Sieyès, qu'il va s'avancer, et racontant cela, Sieyès faisait ce mouvement, pointait les deux mains jointes en avant, les écartait, c'est-à-dire que les deux autres assesseurs, les deux autres consuls, seront certainement écartés par lui. Alors Bonaparte, qu'est-ce qu'il va faire pour se débarrasser de Sieyès? C'était de même le manœuvrier, c'était lui qui avait trouvé les premiers argents, c'était lui qui avait eu l'idée du coup. Précisément, il va utiliser le truc de la confiture de parole. Dans le plan de Sieyès, celui qui doit diriger l'État dans la future Constitution, qu'on publiera d'ici un mois ou deux, s'appellera le grand électeur. Ce grand électeur, il sera au sommet de la pyramide gouvernementale, il recevra 3 millions de traitements, et il sera logé à Versailles. Bonaparte le voit venir, il se dit Sieyès veut se faire nommer à Versailles, il veut, sous titre de consul ou de premier consul, être pratiquement le roi de la France. Pas question, s'il y a un roi, il faut que ce soit moi. Alors, dans les réunions de la commission, Bonaparte va taper sur la table en disant « Qu'est-ce que c'est que cette idée de grand électeur? Ça fait royauté, ça fait royalisme. Moi, je suis républicain, je ne veux pas de ça. » Alors, il va procéder, par la façon que vous allez voir, par deux petits coups d'État. On parle toujours du coup d'État du 18 Brumaire, mais il y en a deux autres. Il y a celui du 4 décembre et celui du 13 décembre. Les commissions, qu'est-ce que c'est? C'est 25 types qui sont choisis, 25 chez les anciens, 25 chez les 500, et qui se réunissent au Luxembourg. Le Luxembourg, c'était le palais gouvernemental, là où se trouvaient les directeurs, maintenant les consuls. Ils se réunissent au Luxembourg pour concocter la future constitution. Le 4 décembre, de son chef, Bonaparte décide que c'est chez lui, dans son propre bureau du Luxembourg, pas dans un bureau quelconque, dans son bureau à lui, que les commissions vont travailler. 4 décembre. Et le 13 décembre, avec un complice qui s'appelle Daunou, il a rédigé une constitution qui est toute préparée. Et ce 13 décembre, devant les commissaires, il leur dit « Vous allez me signer ça. Il ne faut pas qu'on perde de temps. Nous sommes là depuis des semaines déjà à patouiller. Il faut absolument en finir. Eh bien, je vous ai préparé un plan, vous n'avez qu'à le signer. » Et ce plan, ça va être la fameuse constitution. Et dans cette constitution, il n'y a plus les trois consuls qui sont sur le même pied et qui président par roulement quotidien. Il y a un premier consul, il n'y a plus de grand électeur, et le premier consul, naturellement, ce doit être lui, Bonaparte. Mais néanmoins, les commissions doivent voter. Comme 50 types sont là qui doivent voter, Bonaparte se demande s'ils vont bien voter, c'est-à-dire qu'ils vont le nommer lui. Alors il s'est entendu avec Sieyès dans l'ombre, dans l'obscurité. Il a refait avec Sieyès le coup que Sieyès avait fait avec Barras. Je n'ai pas eu le temps de vous raconter la dernière fois à propos du 18 Brumaire comment on avait évincé Barras. Barras, on n'avait pas envie de lui. On n'avait pas envie de lui parce que lui-même n'aimait pas Bonaparte, se méfiait de ses intrigues, et que Bonaparte disait « Si Barras est à côté de moi au pouvoir, il me considérera toujours comme son obligé. » C'est vrai. Si Bonaparte est quelque chose maintenant, c'est grâce à Barras. Barras qui l'a fait nommer général devant le siège de Toulon, Barras qui l'a fait nommer ensuite général de l'intérieur, après Vendémiaire. Pas de Barras. Barras commence à vieillir, c'est un homme à femmes, enfin qui ne s'occupe que des femmes, qui veut de l'argent, alors on l'a acheté. Le 18 Brumaire au matin, Talleyrand lui a apporté une certaine somme, dont, paraît-il, Talleyrand aurait prélevé une partie, il y avait peut-être plusieurs millions, Talleyrand en a gardé un ou deux, j'en sais rien. Enfin, on a persuadé à Barras, contre une somme d'argent considérable, de ne pas bouger. Et bien, on va recommencer le coup avec Sieyès. Alors on a décidé dans l'ombre qu'on va donner, l'État est toujours tout riche pour ça, l'État va donner une propriété d'État qui s'appelle le château et le domaine de Crosne. C'est R-O-S-N-E, Crosne, estimé 480 000 francs. Alors, si je les chiffre, vous multipliez par 4 ou 5 pour voir le pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Hein. Alors on va donner cette propriété-là, et puis autre détail extrêmement intéressant, il y avait dans le palais des Tuileries une armoire, peut-être une armoire de fer, où on conservait les fonds secrets du directoire. Alors Bonaparte n'hésite pas à traîner le Sieyès dans la pièce où est l'armoire. Il a fait ouvrir l'armoire, il n'y a personne, il n'y a que lui et Sieyès. Il lui dit, servez-vous. Vous allez avoir le domaine de Crosne, puis maintenant, si vous voulez de l'argent liquide, personnellement, tout de suite, prenez. Il y a là des pièces d'or. Il y a des billets, enfin, il y a de l'or surtout. Prenez. Bonaparte, les poings dans les poches ou sur la hanche, regarde avec un sourire que vous imaginez, assez sardonique, Sieyès qui, en effet, prend physiquement dans ses mains des pièces d'or, les met dans ses poches, après une sacoche, etc. Voilà comme on a eu Sieyès. Et Sieyès, le jour même du vote, Bonaparte va lui dire, écoutez, Sieyès, vous êtes un si grand citoyen que, plutôt que de faire voter la commission pour savoir qui vous allez désigner comme consul, c'est vous, grâce à votre âge, grâce à votre ancienneté, c'est vous que nous prions de bien vouloir désigner les consuls. La comédie est toute préparée, Sieyès ne va pas se désigner lui-même puisqu'on l'a payé pour que ça ne désigne pas, et il va dire, ben voici les trois consuls, j'y ai réfléchi, je crois que premier consul Bonaparte, deuxième consul Cambacérès, qui représentera un peu la gauche, puisqu'il a été du comité de salut public, et puis à droite, au consul aussi, enfin consul adjoint, qui ne seront que les sujets du premier consul, un nommé Lebrun.
dont personne n'avait entendu parler jusqu'ici, qui avait un ancien secrétaire de Maupoux, vous savez, le trésorier de Louis XV, et qui était, pour ainsi dire, royaliste. Il y aura comme ça une concentration, il y aura une fusion, vous allez voir, le mot est très important. Il y aura Cambacérès qui représente la gauche, il y aura Lebrun qui représente la droite, et puis il y aura l'unité nationale qui représente Bonaparte, L'astuce humoristique, enfin humour noir de Bonaparte, c'est de prévoir une déclaration publique, un hommage à Sieyès qui se retire. Et les termes de l'hommage ont été soigneusement soupesés. Cet hommage public, il va être affiché dans les rues de Paris, rend hommage effectivement écoutez-moi bien, aux vertus désintéressées, du citoyen Sieyès, qui, après une longue vie au service de la patrie, ayant bien mérité de la patrie, se retire maintenant pour vivre dans la vie privée. Exit Sieyès. La Constitution. Alors cette Constitution que Bonaparte a fabriquée avec Daunou et qu'il a imposée pratiquement à la Commission, c'est quoi? Ceci d'abord. Le premier consul a pratiquement tout, vous m'entendez, tout le pouvoir. C'est-à-dire qu'il a l'intégralité de l'exécutif, et d'autre part qu'il y a l'initiative des lois. Ce premier consul va nommer lui-même les membres d'un Sénat. Et ce Sénat nommera à son tour les membres de deux assemblées, qui, dans la nouvelle Constitution, représenteront ce qu'étaient dans la Constitution directoriale les anciens et les 500. La première chambre s'appellera le tribunat, la seconde chambre s'appellera le corps législatif. Même nombre de députés, c'est de 150 au total. Seulement, il y a cette différence, que le tribunat pourra discuter les lois, mais pas les voter. Il n'aura pas de droit de vote. Le corps législatif n'aura pas le droit de discuter les lois, il sera là comme un instrument, il se bornera à voter les lois. Mais comment sont-ils élus? Vous avez vu, ils sont élus sur des listes de notabilité qui sont elles-mêmes constituées par les préfets, par les maires et par Bonaparte. Donc, disparition de l'élection. Plus personne ne vote en France. Le suffrage universel n'est même pas remplacé par un suffrage censitaire. Plus personne ne vote, plus d'élection. Et c'est ce qui va tout de même s'appeler pendant encore 4 ans la République française. Maintenant pour l'administration. L'administration sera exactement entre les mains de Bonaparte, du premier consul. C'est lui qui va nommer les préfets, qui va nommer les sous-préfets et qui va nommer tous les maires, jusqu'aux villes de 5000 habitants. Tous les maires. Cette nomination est entièrement entre ses mains. Donc nous avons là, comment dirais-je, un filet de dressière qui est lancé sur la France, ou si vous voulez une autre image, une espèce de pyramide militaire, au sommet le premier consul, et des exécutants qui seront partout, qui viendront la France dans une sorte de carcan. Vous avez maintenant la constitution judiciaire. Suppression du jury. Le jury dans les tribunaux, c'était une création révolutionnaire. Bonaparte supprime ça d'une manière immédiate. Il a une phrase aussi parfaitement limpide, et je crois que c'est un jeu de mots volontaire de sa part. L'ordre judiciaire doit être aux ordres du gouvernement. Quant à la presse, il y avait 73 journaux à Paris. En Brumaire, en février 1800, les 73 seront devenus 13, y compris le Moniteur. Disparition de 60 journaux. Voici pour la règle constitutionnelle. Et maintenant l'esprit. Il y a un thème que Bonaparte va lancer tout de suite, c'est le thème de la fusion, le thème de l'unité nationale. Écoutez-le, par exemple, déclarer « Je suis national ». C'est assez piquant de la part de quelqu'un qui n'était français à aucun titre. « Je suis au-dessus des partis », parce que les partis, c'est la mort d'une nation. « Je ne suis d'aucune coterie. Je suis de la grande coterie du peuple français ». Voyons, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Avec son mot de fusion qui va perpétuellement répéter. Pour bien comprendre la signification de fusion dans sa pensée, représentons-nous bien, voyons bien la situation économique et sociale. Il y avait donc la bourgeoisie d'affaires, qui depuis 1789 se battait pour avoir le pouvoir, elle l'avait eu, elle l'avait presque perdu au moment de Robespierre, elle l'avait reconquis difficilement sous le Directoire, et maintenant elle le tenait bien. Il y avait les anciens possesseurs de biens nationaux, les curés, ça c'est pas important, on les liquide. Mais il y avait tout de même des royalistes, des émigrés, dont on avait pris les biens nationaux. Alors il s'agit de réunir maintenant les possédants, quels qu'ils soient, possédants royalistes ou possédants républicains, c'est-à-dire bonapartistes, tous les possédants acquéreurs de biens nationaux et ceux à qui on a pris des biens nationaux, il faut les réunir dans une unité. Il faut leur dire, et c'est ce que Bonaparte leur fait comprendre tacitement, il leur dit, écoutez, royalistes, que vous avez perdu dans la Révolution, vous avez perdu un certain nombre de châteaux, ben on va s'arranger, on vous donnera des indemnités. Les nobles, ça ne vous regarde pas les nobles, hein. Eh bien, les nobles, ils ont perdu une partie de leurs droits féodaux. L'Église, c'est pas intéressant du tout, l'Église, on lui a pris ses biens, et les biens sont finis. Bon, elle ne la reprendra plus jamais. Alors, est-ce que vous ne comprenez pas, vous royalistes, que nous, les thermidoriens, nous représentons la meilleure force
pour préserver vos propriétés, parce que nous avons l'appui des petites gens, parce qu'il y a les paysans derrière nous. Ces paysans qui ont pu acquérir quelques miettes des biens nationaux, mais qui surtout ont été privés des droits féodaux et de leurs dîmes, ces gens-là nous font confiance. La paysannerie, c'est 75, c'est 80% de la France. Par conséquent, eux, ils nous aiment, ils nous adoptent, nous les thermidoriens, et nous sommes beaucoup plus capables de protéger vos propriétés que vous ne le seriez vous-même si vous étiez les royalistes au pouvoir. Nous y sommes au pouvoir, nous les thermidoriens, et nous y resterons. Comprenez bien qu'on vous empêchera de passer. Jamais plus il n'y aura de royauté. Il y aura une royauté qui sera la mienne peut-être, mais vous verrez. Ce qui est important, c'est de constituer un front commun des nantis, un bloc des possédants, pour faire tenir tranquille cette cariatide, et nous la ferons bien mieux tenir tranquille que vous, parce qu'elle a confiance en nous. Voilà le plan de Bonaparte. Alors quand on voit M. Bainville, par exemple, ou M. Hanoteau, ou encore M. Madeleine, s'exciter en disant, ça c'est du Madeleine, Bonaparte apportait deux prodigieuses nouveautés. Et ces deux prodigieuses nouveautés, dit M. Madeleine, c'était l'ordre et c'était la confiance. Quel ordre? C'était l'immobilisation violente du désordre ancestral, la perpétuation de la machine à faire des riches avec le travail des pauvres. Et qu'est-ce que c'était la confiance pour Bonaparte? C'était la confiance des gens d'affaires. La confiance de ceux de ce petit groupe financier qu'il avait justement hissé au pouvoir, afin, comme je le disais en commençant, de pouvoir s'en donner à cœur joie. Il leur promettait non seulement la perpétuation, mais l'élargissement indéfini de leurs profits. C'est un vrai caïd. Hein. Le pouvoir que possède Bonaparte sur la France au début de l'année 1800, c'est un pouvoir que ni Robespierre, certes, ni même Louis XVI, ni Louis XIV n'ont jamais eu. C'est le maître de tout. Et il va quitter le Luxembourg pour aller passer aux Tuileries. Le Luxembourg, où le gouvernement était depuis quelques années, qui est le gouvernement républicain, et il va aller aux Tuileries, carrément aux Tuileries, comme était le gouvernement royal. Sa femme, Joséphine, quand elle était au Luxembourg, elle couchait dans le lit qui avait été celui de Barras, elle n'était nullement dépaysée. Maintenant, dans le lit de Marie-Antoinette, elle va être aux Tuileries, ça lui plaît beaucoup. Seulement, comme il faut maintenir pour le public la fiction républicaine, comme les gens ne s'aperçoivent pas que la République a disparu, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenir le calendrier républicain. Tant pis pour l'Église, les curés s'en passeront de leur sein. Calendrier républicain. Deuxièmement, les fêtes républicaines, il y en avait 4, on va en maintenir 2. Il y a 2 fêtes républicaines qui vont disparaître parce qu'elles ne sont pas convenables. Il y a le 10 août d'abord, le 10 août c'était la cariatide, c'est le peuple qui a remué, non, il ne faut pas mieux en parler. Puis il y a le 21 janvier 93, la mort du roi. Comme on veut se réconcilier avec les royalistes, pas question de maintenir ça. Mais on va en maintenir 2. Le 14 juillet, parce que le 14 juillet, c'est là où la bourgeoisie d'affaires a pris le pouvoir. Et d'autre part, le 1er Vendémiaire, c'est-à-dire le 22 septembre, fondation de la République. Troisièmement, comme il se trouve qu'à la fin de l'année 99, Washington est mort, et comme cette nouvelle est arrivée en France en janvier 1800, Bonaparte, républicain, décide qu'un deuil national sera porté, que les drapeaux auront un nœud de crêpe pendant 8 jours pour marquer la douleur du peuple français devant la mort du grand républicain Washington. Et le caïd est donc aux Tuileries, avec un pouvoir extraordinaire. Mais ce caïd sait parfaitement qu'il a des supérieurs. Ces supérieurs, c'est le groupe financier qui est derrière lui. Ces gens l'ont hissé, l'ont juché là où il est, pour qu'ils servent leurs intérêts. Et Cabanis, le fameux Cabanis de l'Institut, a même prononcé des paroles que le moniteur officiel, a enregistrées le 19 novembre, c'est-à-dire quelques jours après mai, paroles assez stupéfiantes, et que voici, et qui sont dans le moniteur. Veillons à ne pas attaquer l'opinion des capitalistes. Nous sommes dans la main, il a bien dit ça, Cabanis, nous sommes dans la main d'hommes qui n'ont pas toujours des intérêts conformes à ceux de l'État. Mais il va s'en apercevoir, Bonaparte. Le 24 novembre, il réunit dans son bureau, il était encore au Luxembourg, il réunit dans son bureau les principaux hommes d'affaires de Paris, enfin les principales maisons de négoce et de banques de Paris, et il leur demande, parce que les finances sont basses, il leur demande un emprunt de 12 millions. C'est pas grand-chose, 12 millions. Il s'aperçoit que ces financiers qu'il a autour de lui lèvent les sourcils. Enfin, comment on demande de l'argent? C'est l'État qui demande de l'argent, mais il y a mal donne. Enfin, on vous a pas. Mais où vous êtes pour nous emprunter de l'argent? Vous êtes là pour nous permettre de faire de l'argent. Alors, en principe, ils vont dire, mais oui, on va vous les donner, vos 12 millions. En réalité, ils en prêteront 3. Savez-vous à quel intérêt? À 20 et 24%. 20 et 24%. Donc, rien à faire du côté des banquiers tant qu'on ne leur a pas donné satisfaction. Le 6 février 1800, Bonaparte va voir ce qui l'attend. C'est une date, vous savez, le 6 février 1800. C'est la date pratiquement de la création de la Banque de France. Et dès que j'aimais ce mot, enfin Banque de France, il faut que nous-mêmes nous soyons convenablement impressionnés et que nous prenions une attitude à l'intérieur révérentielle. Il y a un monsieur, Gabriel Ramon, qui en 1929
a publié chez Grasset un ouvrage de luxe, vraisemblablement payé par la Banque de France, une histoire de la Banque de France, un in-quarto de luxe. Et vous y lisez, la création de la Banque de France doit être mise au nombre des institutions fondamentales du prodigieux empire napoléonien. Alors il faut bien que nous regardions ensemble que c'est que la création de la Banque de France. Le 6 février, M. Pergaud s'amène avec un plan. C'est tout écrit, là, va lire une déclaration à Bonaparte, et voici les termes principaux de cette déclaration. À celui qui a contribué si puissamment à nous rendre, et avec tant d'éclat, les caractères d'une nation guerrière, vous voyez, côté finance, on n'est pas tellement pacifique. Il appartient de faire connaître que notre nation, c'est assez joli de la part de Je suis, Pergaud, que notre nation est aussi appelée à se faire admirer et respecter par les effets d'une bonne économie politique. Libre par sa création, qui n'appartient qu'à des particuliers. La banque que je propose de créer, écoutez bien, ne négociera avec le gouvernement que lorsqu'elle y rencontrera ses convenances et le complément de ses sûretés. Néanmoins, cette banque s'appellera la Banque de France, mais elle ne sera à aucun degré une banque gouvernementale. Elle sollicite du Premier Consul la promulgation d'une loi qui, sans peut-être paraître s'occuper nominativement de notre établissement, consolidera son existence. Est-ce que vous avez compris? C'est une entreprise strictement privée. C'est un groupe d'hommes d'affaires qui vient demander à Bonaparte, parce qu'il est le chef de la France, le droit de mettre une étiquette fallacieuse sur leur maison. On mettra Banque de France pour faire croire à la clientèle c'est une banque au service de la France, alors que ce sera simplement leurs intérêts privés, mais comme il y aura Banque de France, vraisemblablement les capitaux afflueront. C'est le 6 que Pergaud fait cette proposition assez inouïe à Bonaparte. Le 13 février, Bonaparte acquiesce. Et même, il fait savoir à Pergaud qu'ils n'ont rien à craindre, parce que Pergaud a toujours peur que le gouvernement s'immisce dans cette banque de France. Toute intervention du gouvernement dans l'administration de la banque pourrait devenir pour elle une cause de discrédit, a dit très gentiment Pergaud. Vous voyez la manœuvre, hein. On déclare toujours que l'étatisme est épouvantable, et il faut à aucun degré que la banque paraisse une banque d'État. Seulement, en même temps, on s'adresse en douce et discrètement à l'État pour lui demander non seulement sa garantie, mais même son argent, comme vous allez voir. Le 25 février, c'est Bonaparte qui écrit une lettre extrêmement gentille à Lecouteux. Lecouteux, lui au moins c'est un Français, qui était du conseil d'administration de la banque, enfin de l'établissement qui allait se constituer sous le titre trompeur de Banque de France, et il écrit dans cette lettre du 25 février, « Votre établissement ne saurait douter de la bienveillance du gouvernement. » Eh bien, il va prouver la bienveillance du gouvernement. 1. À l'égard de cette banque, établissement privé, il va faire ceci. Il va charger cette banque privée de payer les dettes de l'État et les pensions, les rentes et les pensions. Un versement d'État. Ça sera fait, pas gratuitement, vous pensez bien, elle prendra sa commission, mais ça sera cette Banque de France, c'est là où on ira payer, enfin retirer ces coupons de rente. Bon, 1. Deuxièmement, Bonaparte a établi pour le système des impôts quelque chose d'assez particulier que les livres disent peu, et que je tiens à vous dire avec précision. Il a créé des receveurs généraux qui sont en somme des gens qui prennent la suite des fermiers généraux de l'Ancien Régime. Ces receveurs généraux sont des gens qui vont collecter les impôts et qui, pour s'y retrouver, auront le droit de conserver par devers eux, pendant un certain délai, les capitaux qu'ils auront fait rentrer comme ça en faisant payer les gens. Ils vont avoir à leur disposition cet argent pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, de quoi le faire fructifier. Mais comme, bien entendu, ces receveurs généraux doivent donner des garanties à l'État, ils donnent un cautionnement. Avant de faire les perceptions d'impôts, ils versent à l'État des cautionnements considérables, qui se montent à des quantités de millions. Eh bien, Bonaparte accepte de confier à la Banque de France la plupart des cautionnements des receveurs généraux. C'est-à-dire que l'argent de l'État, l'argent versé par les receveurs généraux à l'État, cet argent, Bonaparte le remet pour le faire fructifier personnellement à la Banque de France. Et troisièmement, en 1803, nous ne sommes qu'en 1800, mais je tenais à vous le dire maintenant, en 1803, Bonaparte acceptera que cette banque soit privilégiée au point qu'elle sera seule habilitée à faire du papier-monnaie. Et qu'il y aura garantie de l'État. À savoir que s'il y a un contrefacteur, il sera puni par l'État. Les galères, disait Bonaparte. Non, ça ne suffit pas à dire à Pergaud la peine de mort. D'accord, d'accord. Le gouvernement, l'État français, au service de cette banque d'intérêt privé, décide que sera puni de mort le contrefacteur du papier-monnaie de la banque. Il y a un personnage dont je vous parlerai plusieurs fois, qui a écrit des mémoires d'un extrême intérêt. C'est Mollien, M-O-2-L-I-E-N, Mollien, qui a été très longtemps trésorier de l'empereur. Il a publié des mémoires, et je ne sais pas pourquoi aussi, je sais très bien pourquoi. Ceux qui sont si favorables à Napoléon parlent le moins possible des mémoires de Mollien. Parce que Mollien était un brave homme, un esprit libre, extrêmement conservateur, très réactionnaire,
qui n'aimait en Bonaparte qu'une réapparition de la monarchie, mais qui ne concevait pas la gestion des finances de l'État comme les concevait Bonaparte. Alors, dans les mémoires de Molien, auxquels je me référerai assez souvent, vous voyez la stupeur, mais l'ahurissement de cet homme devant ce que fait Bonaparte à l'égard de cet établissement privé. Au sujet des receveurs, vous savez, les cautionnements des receveurs qui sont remis entre les mains de la Banque de France, Molien écrit, c'était sans doute la première fois qu'il arrivait à un gouvernement de donner de l'argent à une banque d'escompte pour exploiter un privilège lucratif, au lieu d'en demander à ses actionnaires pour prix de ce privilège. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qui va se produire lorsque Molien va apprendre que Bonaparte a décidé qu'il y aurait un papier-monnaie exclusif pour la Banque de France avec caution de l'État, avec punition de mort par l'État. Je lis, dans le souci de noter aux banques aucune source de profit, le premier consul va jusqu'à autoriser, au bénéfice de la Banque dite de France, le partage d'une des premières prérogatives du gouvernement, celle de fabriquer une monnaie. Et en outre, la monnaie métallique que fabrique l'État lui coûte, à lui État, au moins le prix de l'or et de l'argent. Tandis que le privilège inouï accordé à l'établissement Pergaud, Mallet et compagnie consiste en ce que cette banque, pure association d'intérêts privés, aura le droit de fabriquer une monnaie qui ne lui coûte rien. C'est ce même Molien, page 362 du tome 1 de ses mémoires, qui a une formule que je vais vous dire. Entre Napoléon et les gens de finance, la partie n'est pas égale. Le caïd est respectueux à l'égard de l'argent. Le caïd rampe, et il rampera toujours. Et je vais me permettre de vous apporter maintenant une citation peut-être un peu surprenante, une citation contemporaine. La citation d'un très grand écrivain français à propos d'un autre général, bien différent de Bonaparte, lui aussi très puissant, mais puissant jusqu'à telle limite que ce grand écrivain, si dévoué qu'il soit au dit général, a eu le mérite de marquer. Je terminerai sur cette citation que je vais lire lentement parce que je trouve qu'elle est d'un extrême intérêt, apportant un de ces éclairages qui ne viennent pas toujours du passé sur le présent, mais quelquefois du présent sur le passé. Bloc-notes de François Mauriac, 23 septembre 1966. Ce que le général n'a pas fait, et ce qu'il ne dépendait pas de lui de faire, c'est d'obliger à lâcher prise ses mains, ces quelques mains, oui, ce petit nombre de mains, qui tiennent les commandes secrètes de l'État, qui assurent les immenses profits de quelques-uns et qui font de chacun de nous les têtes d'un troupeau exploitable, exploité.